Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes le 26 novembre 2021 et l'actualité a été dominée aujourd'hui et va sans doute l'être de plus en plus dans les jours qui viennent par l'apparition d'un nouveau variant de la Covid-19 qui a été intitulé le B11529 qui, d'après les toutes dernières informations, aurait reçu par l'OMS le nom plus officiel de virus, le variant Omicron, qui est, vous le savez peut-être, la 14e lettre de l'alphabet grec, Omicron. Ce nouveau variant est apparu en Afrique australe. On ne sait pas si en Afrique du Sud ou Botswana, en tout cas un des pays de l'Afrique australe, et il aurait un potentiel considérable de mutation à la protéine Spike qui se jouerait totalement des actuels vaccins. Selon le Financial Times, qui est un des journaux les plus sérieux du monde, le journal de la communauté financière mondiale, mais comme on va le voir, le développement d'une épidémie nouvelle a évidemment un impact considérable sur les marchés financiers. Selon le Financial Times de Londres, la contagiosité de ce nouveau variant serait foudroyante. Regardez ici les courbes où l'on voit à la fois le variant alpha, le variant bêta, et puis le variant nouveau, et c'est la courbe rouge, vous voyez, une courbe qui est quasiment verticale par rapport aux autres. Toujours selon le Financial Times, une épidémiologiste de l'université de Bâle, Madame Emma Hotcroft, a indiqué que le virus Covid-19 était confronté, je la cite, à un paysage immunitaire plus simple avant l'arrivée des vaccins, c'est-à-dire au cours de l'année 2020. Et cette épidémiologiste a signalé que presque tout le monde était susceptible d'être contaminé à l'époque, et donc que la transmissibilité était la victoire la plus facile pour le virus. Sachant qu'elle parle du virus un peu comme une espèce d'organisme vivant qui essaye de parvenir à ses fins et de se jouer un peu des obstacles que l'on met devant sa route. Sachant bien entendu que la réalité est beaucoup plus complexe que celle-ci, qu'il y a une espèce de loterie stochastique avec des mutations de ce virus, et puis certaines fonctionnent mieux que d'autres. Toujours Madame Hotcroft a précisé ensuite au Financial Times, et je la cite, « Maintenant, avec une couverture mondiale de la première dose de plus de 53%, vous vous rendez compte, il y a plus de la moitié de la population humaine, plus de la moitié de l'humanité qui maintenant a reçu au moins une dose, et environ 30 millions d'injections administrées quotidiennement dans le monde, eh bien, Madame Hotcroft indique que la prochaine mutation du virus est nécessairement moins claire et nette. Elle en conclut que dans ces conditions, le virus de la Covid-19 pourrait devenir encore plus transmissible ou trouver des moyens d'échapper à notre réponse immunitaire ou faire les deux. » Fin de citation. En un mot commençant, le virus mutant trouve sans cesse des parades notamment au vaccin. Ce débat va sans doute relancer le débat entre ceux qui avancent que les variants sont créés par la vaccination. En France, c'est notamment, mais il n'a pas été le seul, loin de là, mais notamment le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, quand même. Je veux bien qu'on le présente comme un gâteux dans tous les grands médias, mais c'est quand même le prix Nobel de médecine et qui a indiqué depuis maintenant des mois et des mois qu'il ne fallait pas procéder à des vaccinations en temps de pandémie et que si l'on faisait ça, on risquait de multiplier les variants puisque le virus est tellement vibrionnant, si l'on peut dire, tellement bouillant, tellement actif, il se multiplie et teste, si l'on peut dire, des mutations très nombreuses, qu'il va forcément y en avoir une ou deux qui vont pouvoir permettre de contourner le vaccin. Et donc c'est pour ça que, selon cette théorie, il ne faut pas vacciner en temps de pandémie. Puis de l'autre côté, vous avez les débunkers qui sont très majoritaires dans le corps médical, semble-t-il, en tout cas c'est ce que disent les grands médias français, et qui affirment que ce que dit M. Montagnier, le professeur Montagnier et d'autres avec lui, eh bien que ceci serait faux et que les mutations des virus ne seraient pas créées par la vaccination, mais par la circulation du virus. Parfois, on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas un point où les deux se rejoignent. Voilà. Parce que si il y a à la fois vaccination et circulation, plus on circule, plus il essaie de se développer en contournant les vaccins existants. Moi, je n'en sais rien.
Quoi qu'il en soit, la situation est suffisamment préoccupante pour que le gouvernement français ait réagi rapidement, pour une fois, et a fait en fait comme les autres pays membres de l'Union européenne, et comme d'ailleurs la plupart des pays occidentaux ce soir, c'est-à-dire qu'il a interdit tous les vols à destination ou en provenance de 7 pays d'Afrique australe: l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et les Swatini. Les Swatini étant le nouveau nom de l'ancien Swaziland. Les pays occidentaux qui suivent ainsi, qui ont décidé ça, suivent en réalité d'autres États ou territoires comme Hong Kong et Israël qui ont déjà suspendu les vols vers l'Afrique australe après la découverte sur leur territoire des premiers cas de ce variant B11529 dit maintenant variant Omicron et qui ont décidé de fermer les vols. On en est là ce soir, pas tout à fait quand même, parce que ces décisions ont amené un vent de panique qui a fait s'effondrer les bourses mondiales. On revient à un niveau qui n'avait pas été connu depuis mars 2020. Il y a eu des baisses qui ont été de l'ordre de 3, 4, 5% en Europe occidentale. Et puis on apprend ce soir, ce que tout le monde redoute, un premier cas de ce variant a été testé en Belgique. Ce qui, je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais ce qui donne à penser, compte tenu de l'extrême contagiosité de ce virus et du fait qu'il est déjà présent en Israël et déjà présent en Belgique, ça donne à penser qu'il est peut-être déjà présent en France et qu'il est possible qu'on apprenne dans les jours qui viennent qu'il y a des personnes contaminées. Ce qui signifie d'ailleurs au passage que le simple fait d'interdire les vols à destination et en provenance des 7 pays d'Afrique australe dont je parlais risque très vraisemblablement de se révéler rapidement dépassé par les événements et inopérant. On a déjà constaté ça lors des premiers pics d'épidémie de cette pandémie. Alors, je ne suis pas là pour ameuter la population et pour faire peur. Je suis là pour essayer, avec vous, de porter un discours responsable sur ce que doivent faire les autorités françaises. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'extrême contagiosité d'un virus, je ne suis pas médecin, mais j'ai lu comme tout le monde, j'ai lu beaucoup de choses, l'extrême contagiosité d'un virus n'est pas synonyme de son extrême létalité. Létalité, ça veut dire un caractère mortel. Ce sont des choses tout à fait différentes. Et donc on ne sait pas du tout à l'heure actuelle, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir, si ce nouveau variant qui semble beaucoup plus contagieux que les précédents serait plus ou moins mortel qu'eux. À titre pour essayer de se rassurer un petit peu, l'historique que l'on a en général des nouveaux virus, des nouveaux coronavirus, c'est qu'ils ont tendance, avec le temps, à être de plus en plus contagieux et de moins en moins dangereux. Ça a été notamment le cas du variant Delta que j'ai moi-même attrapé donc début août, dont je suis heureusement sorti indemne, comme d'ailleurs des centaines de milliers et des millions de Français. Donc tout ça pour dire que ce soir, au moment où je parle, on est peut-être devant le début d'une épidémie catastrophique, c'est possible. Mais on peut être au contraire devant un simple feu de paille et dans quelques semaines, eh bien finalement, ce virus se sera très largement répandu. On s'apercevra qu'il n'est peut-être pas très mortel. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et que montre l'effondrement des bourses et des marchés financiers, c'est que les marchés financiers anticipent qu'il va falloir refermer les frontières. Et pas seulement avec l'Afrique australe. Ça veut dire que le rêve que nous avions encore il y a quelques semaines ou quelques mois, qu'on était revenu au monde d'avant la pandémie, ce rêve est en train de s'effilocher, de s'effriter. Et peut-être va-t-on nous expliquer dans quelques semaines qu'il faut fermer toutes les frontières, y compris avec nos partenaires de l'Union européenne. D'ailleurs, normalement, dans la mesure où il y a déjà un cas en Belgique, tout de suite le gouvernement français aurait dû fermer la frontière avec la Belgique, à supposer qu'on puisse le faire facilement. Et je me rappelle très bien comment l'Allemagne, par exemple, a fermé ses frontières en tenant absolument pas compte des protestations d'amitié indéfectible du gouvernement français, lorsque l'Allemagne a considéré qu'elle risquait trop à maintenir la frontière ouverte avec la France
qui avait une épidémie trop importante à cette époque. Une chose qui est certaine, c'est que cette pandémie remet en cause toute une série de convictions qui nous ont été mises dans le crâne depuis maintenant quasiment un tiers de siècle. En fait, si vous y réfléchissez bien, la libre circulation des capitaux, des hommes et des marchandises, c'est ce que l'on a appelé la mondialisation inévitable. Eh bien, elle est un facteur extraordinairement permissif de cette pandémie. Si vous y réfléchissez bien, dès qu'il y a un problème considérable qui apparaît, on est obligé de refermer les frontières. Je voudrais revenir sur le fait, et notamment vis-à-vis des jeunes, des personnes qui ont moins de 40 ans aujourd'hui, et qui n'ont pas connu ce qu'était le monde d'avant l'Organisation mondiale du commerce, d'avant les accords de Marrakech de 1994, qui ont postulé, à la demande des pays de l'OCDE, que la planète devait être complètement ouverte, que tous les capitaux, les marchandises, les hommes, etc., devaient pouvoir circuler librement. Et on présentait ça comme étant une espèce de phénomène de nature, comme un météore, comme quelque chose de climatique, comme quelque chose contre lequel on ne pouvait pas s'opposer. C'était la mondialisation dite inévitable. Eh bien non. La mondialisation, elle est évitable, ou plus exactement, elle est contrôlable et régulable. On doit en revenir au monde d'avant l'Organisation mondiale du commerce. On doit revenir à une époque où les États ont la faculté de fermer leurs frontières si nécessaire et à tout le moins de réguler. Le principe de régulation est un principe fondateur, en fait, tout simplement de l'unité nationale, de la solidarité nationale. Lorsque la France pouvait réguler la libre circulation des mouvements de capitaux, eh bien, il n'y avait pas une telle évasion fiscale, il n'y avait pas non plus les délocalisations industrielles qui amenaient à la destruction de notre industrie. Vous le savez, j'en parle depuis maintenant 14 ans, ça figure dans mon programme de 2022 comme ça figurait dans mon programme de 2017. Si la France reste dans l'Union européenne et conserve ce qui est l'une des quintessences des traités européens, c'est-à-dire le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux, non seulement au sein de l'Union européenne, mais avec les pays en dehors de l'Union européenne, c'est le fameux article, enfin le fameux, c'est moi qui ai essayé de le rendre fameux, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit que toutes les réglementations aux échanges de capitaux sont interdites entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les États tiers. Tant qu'on restera avec cette disposition, nous continuerons à avoir les délocalisations jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'industrie en France. On continuera à avoir une évasion fiscale considérable, mais on continuera aussi à avoir ces phénomènes de pandémie, parce que le problème qui se pose maintenant ce soir, non seulement aux dirigeants français, au peuple français, mais aux dirigeants de tous les pays développés où la mondialisation a fait le plus d'effets, c'est tout simplement qu'on est face à une pandémie dont on ne voit pas la fin. Et de ce point de vue, je voudrais dire que ce que nous considérons comme fondamental, c'est la première chose, c'est effectivement de rétablir les contrôles des mouvements de capitaux, donc une des raisons de sortir de l'Union européenne, et pas seulement pour lutter contre les pandémies, mais aussi pour faciliter le contrôle des pandémies. Mais il y a encore autre chose. C'est que sur ce sujet très précis auquel nous sommes confrontés, il y a maintenant un véritable problème béant de démocratie qui se pose en France. Pourquoi de démocratie ? Parce que j'essaie de rassembler un peu tous les avis des gens de bonne volonté, de bonne foi. Qu'ils soient vaccinés ou qu'ils ne le soient pas. Qu'ils trouvent que les vaccins sont formidables ou qu'ils trouvent que les vaccins sont épouvantables sur la Covid-19. J'essaie de rassembler les Français, de trouver qu'est-ce qu'on a comme point commun. Mais je pense qu'on devrait tous avoir comme point commun d'être de bonne foi. Et si l'on est de bonne foi, il faut reconnaître que la situation n'est pas bonne, que tout ce que le gouvernement nous a dit depuis janvier 2020 s'est révélé ne pas correspondre, ne pas coïncider avec la réalité. Le nombre d'assurances, d'affirmations que le gouvernement a données pour en fait découvrir quelques semaines, quelques mois après que c'était faux, ce nombre est considérable.
Il est d'ailleurs absolument... c'est presque burlesque. Ça serait rigolo si les choses n'étaient pas aussi graves. Mais ce serait rigolo de constater que le ministre de la Santé, M. Véran, qui vient de durcir encore les conditions de gestion de la Covid en France en imposant le port du masque partout dans tous les lieux clos, y compris dans les lieux qui sont à ouverture uniquement sur passe sanitaire, y compris pour les personnes doublement vaccinées. Le même M. Véran qui nous a dit qu'il fallait imposer à partir du mois de janvier, il allait falloir que tous les gens de plus de 18 ans aient une 3e dose de vaccin. Eh bien, si M. Véran a annoncé ça devant la télévision française, alors que normalement c'était le rôle du chef du gouvernement quand il s'agit de décisions d'une aussi grande ampleur et qui concernent pas seulement la santé mais qui concernent nos libertés publiques, normalement ça aurait dû être le chef du gouvernement en personne qui aurait dû les dire. Sauf que le chef du gouvernement, M. Castex, est au fond de son lit, il est malade, il a justement la Covid-19, alors même qu'il y a quelques mois, il nous expliquait qu'il s'était fait doublement vacciner et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, tout allait très bien. C'est quand même une espèce de paradoxe, un pied de nez de l'histoire que de voir que quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait être doublement vacciné pour s'en sortir est incapable de nous dire qu'il faut maintenant une 3e vaccination parce que lui-même est au fond de son lit. Je pense que le gouvernement français, et là je m'adresse pas seulement au gouvernement mais à Macron, je l'ai déjà dit et redit, je le redis encore une fois. Nous, à l'UPR, nous sommes des gens sensés, nous sommes des gens raisonnables, des gens pondérés. Nous n'allons pas hurler dans un sens ou hurler dans l'autre. Il y a un véritable problème de crédibilité maintenant de l'institution médicale et sanitaire en France. Les Français en ont assez. Et même, j'ai beaucoup d'amis qui sont doublement vaccinés, qui sont inquiets, qui se rendent compte quand même qu'on leur a raconté pas mal de cracks, qui n'ont pas envie de subir une 3e injection. Parce qu'ils se disent, mais attendez, si c'est une 3e injection, il va peut-être y en avoir une 4e, puis une 5e. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il devrait donc y avoir un grand débat national, avec la transparence nécessaire. Ça devrait être le lieu au Parlement, ça n'a pas lieu d'être au Parlement. M. Macron a décidé de faire un conseil de défense pour traiter de ces questions. Or, les décisions d'un conseil de défense sont couvertes par le secret défense pendant 50 ans. Tout ça est absolument détestable, tout ça est absolument exécrable, parce qu'une grande partie de la population a le sentiment d'être dirigée par des gens qui ne savent pas où ils vont, ou pire encore, pour certains, dans une partie de la population, qui savent où ils vont et qui vont dans des directions qui sont des directions de contrôle général de la population. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il faut rétablir la confiance que les Français ont dans leurs institutions, qu'il n'y a pas de mauvaises questions quand on est dans une démocratie. Je suis scandalisé, par exemple, de la façon dont le professeur Montagnier a été traîné dans la boue. Il est quand même prix Nobel de médecine. Il a été traîné dans la boue par des gens qui n'avaient fait aucune étude de médecine. La façon dont lui et d'autres ont été traînés dans la boue parce qu'ils ont dit des choses qui peut-être sont fausses. Mais un prix Nobel a le droit de se tromper aussi. Mais peut-être ne sont pas si fausses que ça. Parce que si on reprend tous les événements qui sont arrivés depuis maintenant le début 2020, et depuis en particulier un an, depuis novembre 2021, lorsque sont arrivés les premiers vaccins, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de choses qui étaient craintes par ceux qui refusaient d'être vaccinés et qui se révèlent exactes. Notamment l'effondrement de l'efficacité des vaccins. Faut quand même le dire. Il y a une étude qui est sortie sous forme de préprint dans le Lancet, qui montre que le vaccin Pfizer, alors certains contestent d'ailleurs le nom même de vaccin, certains préfèrent de parler de thérapie, sur l'efficacité du vaccin Pfizer, a donné des résultats quand même vraiment pour le moins extrêmement décevants et très contraires à ce que l'on pensait. Puisque si l'on postule que le jour J est celui de la 2e injection, je vous rappelle d'ailleurs qu'au tout début des vaccins, on nous parlait d'une seule injection. Et ensuite, quelques semaines après, on nous a dit non, en fait, il en faudra 2. Mais si on postule que le jour J doit être celui de la 2e injection, eh bien, on s'est aperçu que l'efficacité sur la transmission procurée par ce vaccin est de 92%, ce qui est en effet tout à fait satisfaisant
mais entre le jour J+15 et le jour J+30, donc pendant 15 jours au bout d'un mois, mais décline très rapidement de telle sorte qu'à partir du jour J+121, c'est-à-dire en gros à partir de 3 mois, jusqu'au jour J180, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois, eh bien cette efficacité n'est plus que de 47%, c'est-à-dire inférieure à la moitié, à 50%. Et pire encore, après J+211, c'est-à-dire à partir de 7 mois, eh bien l'efficacité est tombée à 0. Et la même étude indique que c'est encore pire pour le vaccin AstraZeneca, dont l'efficacité deviendrait négative de moins 19% après seulement 4 mois 121 jours. Négative, c'est-à-dire que ça favoriserait en fait la transmission. Alors, ce qui est dramatique en France, c'est qu'il y a une espèce de décalage total entre les affirmations qui n'ont pas la possibilité d'être contredites par M. Véran et une toute petite camarilla de gens autour de lui, et par ailleurs, sur Internet, où se prolifèrent des quantités d'informations, certaines étant fantaisistes, c'est exact, mais d'autres ne l'étant pas. Et il est normal que face à une pandémie qui s'éternise, il y ait un grand débat national qui soit lancé, et notamment que l'on se pose la question de savoir comment se fait-il que l'Europe, qui est le continent le plus vacciné, soit aussi celui le plus contaminé de nouveau. Comment se fait-il que l'on ne fasse pas ce qui existe dans toutes les disciplines, si vous faites de la finance, du marketing, en matière industrielle, en matière de process, de recherche, etc., on vous dit toujours, même en matière sociale, on vous dit toujours qu'il faut faire du benchmarking, comme on dit, c'est-à-dire de faire de la comparaison internationale. Comment se fait-il que le gouvernement français ne tienne pas informer les Français avec honnêteté et transparence des résultats que l'on découvre au Sénégal, dans la bande du Sahel, que l'on découvre au sous-continent indien? Comment se fait-il qu'il y ait des quantités de pays au monde où la contamination, où la transmission, où le nombre de cas par habitant et où le nombre de morts par habitant soit nettement inférieur à celui de la France? Et puis, comment se fait-il qu'il y ait toujours cette omerta totale sur les traitements, à commencer par le traitement de l'ivermectine, qui a fait l'objet d'une nouvelle méta-analyse venue dont j'ai parlé dans un tweet récent, qui a conclu, à partir de 66 études, que l'ivermectine était très efficace, des taux de l'ordre de 60 à 80% selon les différents facteurs analysés, et qui a montré que la probabilité qu'un médicament qui serait complètement inefficace obtiennent par hasard des résultats aussi positifs dans 66 études a été calculée, elle est estimée à 1 chance sur 734 milliards. Monsieur Véran, 1 chance sur 734 milliards pour que les études très favorables sur l'ivermectine soient en fait découplées de la réalité. Pourquoi le gouvernement ne réautorise-t-il pas les médecins à prescrire de l'ivermectine, dont je rappelle que ce médicament était un médicament en vente libre, connu depuis des décennies, depuis le début de la pandémie? Pourquoi M. Véran nous explique-t-il qu'il y a un nouveau médicament sorti d'un chapeau qui vaut évidemment beaucoup plus cher, que l'on ne connaît pas et qui va sans doute être proposé comme médicament parce qu'il est fabriqué par Merck ou par Pfizer? Les Français en ont assez d'être considérés comme un peuple d'attardés qui serait absolument incapable de comprendre tout cela. Les Français en ont assez aussi qu'on leur force la main pour accepter des vaccins ARNM alors que des centaines de millions de personnes dans le monde ont été vaccinées avec le vaccin Sputnik V ou avec le vaccin Sinopharm de chinois, lequel vaccin Sinopharm est fait à l'ancienne, si j'ose dire, c'est-à-dire avec un virus désactivé. Je n'ai pas rêvé. J'ai bien vu que le gouvernement français, représenté par M. Sébastien Lecornu, c'est-à-dire le ministre de l'Outre-mer, pour détendre l'atmosphère en Guadeloupe, a accepté que le corps soignant guadeloupéen dans les hôpitaux
puissent recevoir, puisqu'ils doivent obligatoirement être vaccinés, et ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas être vaccinés avec des vaccins ARNM. Il a accepté, M. Lecornu, qu'ils soient vaccinés avec des vaccins comme le vaccin chinois, c'est-à-dire des vaccins qui ne soient pas ARNM. Pourquoi le gouvernement fait-il ça en Guadeloupe et pourquoi ne le propose-t-il pas en France ? Est-ce que monsieur Lecornu se rend compte qu'avec une telle attitude, il pourrait donner matière à un certain nombre d'émeutiers en France à se dire mais il va falloir qu'on brûle des voitures pour obtenir gain de cause comme en Guadeloupe ? Il faut que le gouvernement soit responsable, qu'il considère une bonne fois pour toutes qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, comme le dit le proverbe français. Les Français sont un peuple adulte qui réfléchit et qui estime à juste titre que la gestion de la Covid-19 n'est pas faite selon les grands principes de transparence, d'éthique médicale qui devraient avoir lieu. Je terminerai en rappelant au passage qu'une autre étude venue du Royaume-Uni a montré que, ce qui confirme d'ailleurs le sentiment de tous les médecins qui ont de l'expérience, a montré qu'en fait l'immunité naturelle serait beaucoup plus efficace que ce que l'on pensait, et alors même que l'immunité procurée par les vaccins ARNM dont je parlais tout à l'heure s'effiloche très rapidement et au bout de 4-5 mois, c'est déjà presque plus grand-chose et au bout de 6 mois, il n'y a plus rien, eh bien, en fait, il apparaît que l'immunité naturelle serait beaucoup plus efficace et durerait au minimum 1 an et demi à 2 ans. Voilà la réalité de la situation. Et comment se fait-il que les personnes qui bénéficient de cette immunité naturelle, il se trouve que j'en fais partie. Je n'ai pas un mystère, j'ai toujours dit, moi je ne suis pas vacciné, j'ai 64 ans, je ne suis pas vacciné parce que j'ai des réticences à me faire vacciner par des produits qui sont encore en phase expérimentale. Je me réjouis d'ailleurs en sachant que des personnalités qui ont pignon sur rue à la télévision comme M. Cyril Hanouna a expliqué que lui ne se ferait pas vacciner non plus. Je me rappelle également que Mme Schiappa, ministre du gouvernement, avait dit qu'elle ne s'était pas fait vacciner et qu'elle attendrait le dernier moment. La moindre des choses serait que les Français puissent connaître le statut de vaccination de tous les membres du gouvernement au grand complet, savoir quels sont ceux qui se sont déjà fait faire les premières, deuxièmes, voire troisièmes doses. Moi, je considère en tout cas que, ayant eu la Covid-19, et en ayant réchappé, d'ailleurs, parce qu'un ami m'avait donné une boîte d'ivermectine et ça, peut-être que ça n'a aucun rapport, mais il se trouve que moi, ça a marché. Voilà, je suis passé de 39,2 à 37,5 en l'espace de moins de 12 heures. Eh bien, normalement, j'ai une immunité qui devrait durer 18 mois à 2 ans. Pourquoi est-ce que je devrais accepter d'avoir une 3e dose d'un vaccin dont je n'ai pas eu les 2 premières doses au mois de janvier prochain, alors que normalement j'ai eu cette immunité naturelle depuis le mois d'août dernier. Je ne me plains pas spécialement pour mon cas, je parle aussi au nom, il y a des centaines de milliers de personnes en France, sans doute même plusieurs millions, qui sont dans mon cas, des gens qui ont acquis une immunité naturelle et qui n'ont pas envie d'avoir une 2e, une 3e, une je ne sais pas combienième dose. Voilà, ça ces débats, on ne sait pas qui les tient, on ne sait pas au nom de quel débat on est arrivé à ces conclusions. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça ne va pas et qu'il n'est pas exclu que les événements qui arrivent maintenant d'Afrique australe amènent le gouvernement français dans une situation d'impasse où il sera bien obligé de voir avec la population comment se sortir de cette pandémie. Vive la République et vive la France! Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur, maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer, il s'agit de la France. À bientôt.